Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à Hannah Arendt et la condamnation de la violence. C'est une personnalité de premier plan de la philosophie politique du XXe siècle, Hannah Arendt, 1906-1975, née à Hanovre, morte à New York, et partageant dans les sombres temps, comme elle l'a dit, l'expérience tragique des Juifs allemands de haute culture, confrontés à la catastrophe du nazisme, à l'exil et à la reconstruction. Et tous les Juifs d'ailleurs. Que nous dit-elle de la violence qui refleurit aujourd'hui? C'est une question actuelle. C'est ce texte que nous avons choisi, que nous allons lire maintenant. Dont nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. C'est plus juste. On ne saurait s'intéresser à l'histoire et à la politique sans se rendre compte du rôle immense que la violence n'a cessé de jouer dans les affaires et dans le comportement des hommes. Aujourd'hui, tous les anciens adages concernant les rapports entre la guerre et la politique ou la violence et le pouvoir sont devenus inapplicables. Plus la violence est devenue un instrument douteux et incertain dans les relations internationales, plus elle a paru attirante et efficace sur le plan intérieur. Certes, Marx était parfaitement conscient du rôle de la violence dans l'histoire, mais ce rôle lui paraissait secondaire. Sartre, qui dans la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon est loin de saisir qu'il est profondément en désaccord avec Marx, lorsqu'il déclare que cette violence irrépressible, c'est l'homme lui-même se recomposant, et que par la folie meurtrière, je cite, les damnés de la Terre peuvent se faire hommes. Abattre un Européen, poursuit Sartre, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Voilà une phrase que Marx n'aurait jamais écrite. Les nouveaux prédicateurs de la violence semblent ignorer qu'ils sont entièrement en désaccord avec les enseignements de Marx. Assimiler le pouvoir politique à l'organisation de la violence ne peut avoir un sens que si l'on estime, avec Marx, que l'État constitue un instrument d'oppression entre les mains de la classe dominante. Il existe cependant une autre tradition, une des différences qui permettent de distinguer le pouvoir de la violence et que le pouvoir de la démocratie a toujours besoin de s'appuyer sur la force du nombre, tandis que la violence peut s'en passer. Hannah Arendt, sur la violence, du mensonge à la violence. Merci beaucoup, Alexis. Et donc, quelques mots, si vous le voulez bien, avant de venir à ce texte, sur Hannah Arendt. Hannah Arendt a commencé par être une personnalité controversée au moment même où elle est devenue célèbre, lors de la publication de son célèbre Eichmann à Jérusalem, où elle a affirmé la banalité du mal. Et elle a été reconnue essentiellement après sa mort comme une personne, un penseur politique de premier plan, et notamment en raison d'un certain nombre de ses œuvres, Les origines du totalitarisme, La condition de l'homme moderne, ses essais sur la révolution et sur la violence que nous venons de donner, pour ne citer que quelques-unes de ses œuvres les plus connues. Arendt a suscité l'intérêt évidemment d'autres femmes philosophes remarquables et qui ont écrit sur elle, comme Julia Kristeva, Laure Adler ou des universitaires comme Michel Uren-Brudny, dont je vous recommande très vivement les ouvrages. Alors, on a retenu de ces œuvres d'abord une réflexion de premier plan sur la catastrophe totalitaire au XXe siècle et une nécessité de repenser la culture moderne, mais aussi une certaine ambivalence à l'égard de la formation, de la formation qu'elle avait reçue, n'est-ce pas, en philosophie politique allemande. Elle a été l'élève de Jaspers, elle a été l'élève de Heidegger, qu'elle a aimé, qu'elle a critiqué, avec laquelle elle s'est réconciliée à la fin de sa vie. Et donc, une tentative de critique et de dégagement de cette formation, mais au fond, également, un certain maintien dans cette formation. Enfin, et je dirais que la discussion sur son œuvre, telle qu'elle se poursuit aujourd'hui, eh bien, tourne sur plusieurs points. Je les aligne sans un ordre véritable. D'abord,
son rapport justement à sa formation allemande, la sortie qu'elle en a effectuée, ensuite son appréciation du monde moderne et de la démocratie, et last but not least, son rapport au judaïsme, de longues discussions avec Gershom Scholem. Bref, négligé pendant longtemps, eh bien, Arendt est devenu un personnage tout à fait central de notre paysage philosophique. Alors, maintenant, son texte. Son texte, eh bien, d'emblée, on le voit, Arendt nous explique que la place qui a été occupée par la violence dans la pensée politique du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire telle qu'on la trouve par exemple dans la critique de l'État, l'État le plus froid des monstres froids, c'est du Nietzsche, mais la violence locomotive de l'histoire, c'est du Engels, eh bien, cette place-là, cette légitimation de la violence, pour ne pas parler de Carl Schmitt, n'est-ce pas, nous avons vu que pour lui, n'est-ce pas, la politique n'était pas, c'était ce qui séparait l'ami de l'ennemi, donc une place centrale reconnue à la violence. Eh bien, cette doctrine, dit Arendt, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, elle est devenue caduque et inapplicable, et pour des raisons d'ailleurs de fait, pour des raisons positives, c'est-à-dire l'équilibre de la terreur à l'âge du nucléaire. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale, mais en revanche, elle diagnostique, et on est dans la fin des années 60, le grand mouvement de 68 de la jeunesse intellectuelle, une montée de la violence intérieure. Donc, troisième point, eh bien, cette violence, elle existe, mais est-elle légitime? Arendt le nie, n'est-ce pas? Et c'est ici que elle oppose, c'est un texte d'une certaine façon qui est saisissant, qui prouve qu'elle disait tout. Elle oppose Sartre qui s'était fait le défenseur de Frantz Fanon, Sartre qui avait dit, nous l'avons encore dans l'oreille, dans nos jeunes années, la nausée ne pèse pas le poids devant un enfant qui meurt de faim, mais aussi par exemple notre ami Régis Debray qui avait expliqué que les droits de l'homme sont venus à l'état civil de l'histoire par des voies de fait. Bref, il y avait au fond une vectorisation de reconnaissance de la violence. Or, ce que dit Arendt ici, c'est que au fond, c'est pas la position de Marx, n'est-ce pas? Marx ne légitimait pas, comme l'avait fait toute une partie de la philosophie politique allemande de la Révolution conservatrice, ne légitimait pas la violence. Il était ambivalent à l'égard de la violence. D'ailleurs, ça explique aussi l'ambivalence, en fond, de la social-démocratie à l'égard du républicanisme, parfaitement compatible, une partie de la social-démocratie avec le républicanisme. Enfin, dernier point, l'opposition qu'elle établit entre la démocratie libérale qui, au fond, s'appuie sur la force du nombre, c'est-à-dire en fait le système des majorités, n'est-ce pas, en particulier dans les parlements, alors que des États fondés sur le pur et simple rapport de force et de rapport de violence, eh bien, s'en moquent. Alors c'est un texte, au fond, qui me semble, et je dirais, exemplaire, parce que Arendt esquisse là une véritable sortie de la pensée politique dominante du XXe siècle. D'ailleurs, elle-même a dit qu'elle se sentait moins une philosophe que, au fond, quelqu'un qui était intéressé par la théorie politique. Mais j'ajouterais, si vous me le permettez, une sortie qui est en partie retenue, et parce que plus loin, eh bien, elle met en évidence la prééminence de l'originaire, la prééminence au fond de la fondation, l'importance de la révolution. Et finalement, si vous voulez, l'itinéraire d'Hannah Arendt, qui est d'ailleurs très parallèle à celui de Léo Strauss et d'autres juifs allemands, c'est au fond de considérer que le monde moderne, tel d'ailleurs qu'il avait été mis en cause par toute la philosophie du romantisme politique, le monde moderne, au fond, est loin d'être parfait, loin d'être un progrès, et elle l'analyse dans son livre sur la condition de l'homme moderne. Elle analyse ce monde moderne établi sur la vita activa, n'est-ce pas, qui repose sur le travail, l'œuvre et l'action, et qui a perdu le monde commun, qui a perdu la dimension de la vie contemplative. Et bref, finalement, comme Léo Strauss, elle exprimera une nostalgie au fond du monde des anciens, la belle totalité, comme avait dit Grec, comme avait dit Hegel, et elle reste en arrière, comme au fond de ce monde moderne, de l'Europe de l'Ouest,
et c'est en ce sens qu'elle reste donc attachée à sa formation philosophique germanique. Alors, au fond, la question que je vais poser à tous nos amis, c'est la même. Que pensez-vous, au fond, de cette d'Hannah Arendt? Que pensez-vous de cette ambivalence? Alors, je vais commencer par vous, Alexandre, en espérant que vous serez assez concis. Je sais que vous avez été très critique d'Hannah Arendt, mais que pensez-vous de sa personne et de sa pensée? Ben, Blandine, d'abord, je pense beaucoup de bien de ce texte magnifique, qui est en fait chez elle ce qu'il y a à la fois de plus profond et puis de nourri, bien sûr, par sa compréhension de la pensée philosophique allemande telle qu'on pouvait la voir à la fin de la République de Weimar, dont elle est en effet l'enfant légitime, et telle qu'elle a pu ensuite la mettre en œuvre en indiquant tout simplement l'importance justement d'une pensée contre la violence, d'une pensée, on va le dire, puisqu'Althusser n'aimait pas ce mot, humaniste, d'un humanisme de bonne aloi qui est le Gastgeschenk, le cadeau d'adieu que toute la génération weimarienne, pas seulement juive d'ailleurs, mais toute la génération qui a cru dans la République de Weimar, dans l'expérience démocratique allemande, sans doute la plus profonde avant la réunification qui a eu lieu entre 1920 et 1933, eh bien, a pu donner ensuite au reste du monde, parce que cette République de Weimar a essaimé, et on lui doit tout simplement le New Deal. On lui doit la démocratie américaine. Sans doute en France, c'était un peu plus difficile à cause du Front populaire qui n'a pas été une grande réussite, et puis ensuite de l'arrivée des Allemands, de l'occupation. Mais enfin, nous avons tous été marqués par cet aspect des choses. Alors donc, je vais d'abord, je pense du bien d'Hannah Arendt. Je allais vous remercier d'avoir retenu votre critique, mais deux mots de critique d'Hannah Arendt. Je sais que vous l'êtes, et pour que je puisse passer la parole à nos amis. Bon, non seulement je n'aime pas Hannah Arendt, je la déteste. Et j'ai une raison pour cela. C'est essentiellement une préface qu'elle a faite à un petit livre qui parlait justement de l'homme que j'aime le plus, évidemment, dans cette philosophie weimarienne, et qui est celui qui s'est suicidé en Espagne, Walter Benjamin. Oui. Et donc, cette introduction qu'on lui avait demandée sur Benjamin, qui est un jet de fiel sur Benjamin, m'a tout de suite fait penser, mais si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Mon cher Alexandre, alors écoutez, François, est-ce que vous êtes avec nous, François Guéry? Oui, je suis alors, là. Oui. bon, je vais laisser la détestation d'Alexandre pour me pencher vers vous et vous demander, au fond, parce qu'il y a évidemment... Je suis censuré. Hein. Oui, il y a évidemment des approches différentes d'Hannah Arendt. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie et de son texte, là? Alors, non, mais j'écoute Alexandre. Je connais le texte qui m'a moi-même beaucoup surpris, où Hannah Arendt explique que Walter Benjamin a constamment cherché l'échec. Mais naturellement, elle le dit comme une amie éplorée devant la catastrophe. Et je soulignerai quand même que c'est elle qui s'est occupée de donner une sépulture décente à Walter Benjamin à Port-Boo. Donc le fond de leur relation, c'était une amitié comme une grande sœur sévère avec un enfant turbulent. Maintenant, j'en viens au texte. Enfin, c'est une mise au point. Il me semble quand même qu'il ne faut pas exagérer dans la méchanceté d'Hannah Arendt, qui était par ailleurs une personne certainement très dure et sévère. Sévère mais juste, comme on dit. Alors, le texte, il est effectivement admirable, et puis il est d'une actualité atroce. Voilà. C'est certain. Merci, oui, atroce. Alors, François. On voit surtout... Alors, c'est Sartre, c'est accablant. Je ne me rappelais pas qu'il avait écrit des choses aussi violentes. Enfin, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, etc. Alors là, on est obligé d'entrer dans des arcanes de sa psychologie. On ne peut même pas parler de haine de classe, puisque, bon, naturellement, à ce moment-là, ça voudrait dire que Sartre se déteste lui-même en tant que membre d'une bourgeoisie, et il l'a largement expliqué dans les mots, etc. Enfin, il l'a expliqué un peu partout. Il s'estime un bâtard, un traître, tout ce qu'on veut. Bon, mais là, c'est pire. Enfin, c'est pas la haine de classe, c'est une espèce de haine de soi, de masochisme, enfin, où il prend entièrement le parti de l'agresseur, y compris dans
ce qu'il appelle lui-même la folie meurtrière. Donc, il trouve que la folie meurtrière, c'est quelque chose de plus que d'acceptable. François, bien entendu, je suis comme vous, n'est-ce pas? Je suis en quelque sorte horrifié par ça, mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même contextualiser les propos de Sartre à cette époque et le fait qu'il y a, si vous voulez, chez Sartre, une certaine, comment vous dire, au fond, jeunesse, infantilité même, qui fait qu'il a voulu se mettre du côté, vous savez, du côté des plus déshérités, du côté des opprimés, qui est inséparable du combat qu'il a mené contre la colonisation, parce que c'est à propos de Fanon. Même si on ne le suit pas, hein, on n'est pas obligé de faire preuve de la même sévérité implacable. Bon. Non, je pensais surtout aux échos que ça peut avoir aujourd'hui. Pour les jeunes, oui, vous avez raison. Ce que je trouve fort dans le texte d'Hannah Arendt, c'est qu'elle va assez profondément dans l'épistémologie de Marx lui-même. Tout à fait. Ça me paraît important. Parce qu'il est vrai qu'on retient toujours des formules, des mots d'ordre, comme la violence qui accouche. Mais je voudrais revenir justement sur la façon dont la violence accouche l'histoire, puisque ça a l'air d'être une apologie de la violence, et c'est absolument le contraire. D'abord parce qu'un accouchement n'est pas une violence, déjà, ne serait-ce que ça. Donc, ce que pense Marx, vous voulez dire qu'il y avait déjà quelque chose d'avant, une procréation? Oui, non, il y a une espèce d'évolutionnisme biologique dans son idée. Les forces productives croissent par le capitalisme et, à un moment donné, contre le capitalisme. C'est-à-dire que, si on voulait prendre cette métaphore, les forces productives sont abritées dans une sorte de matrice capitaliste, et à un moment donné, cette matrice est trop petite pour ces forces productives ou productives qui veulent donc s'en émanciper. Et l'accouchement est purement et simplement en fait la sortie des forces productives qui ont mûri au sein du capitalisme hors de cette mère ou marâtre, enfin puisqu'ensuite elle est détestée, c'est clair. Oui. Et tout ça repose aussi effectivement sur une question de nombre. Là, je crois que Hannah Arendt a absolument raison. Le raisonnement qui n'a pas abouti à des réalités. Le raisonnement de Marx, c'est que de plus en plus de gens... Le nombre, elle ne l'évoque pas à propos de Marx, elle l'évoque à propos de la démocratie libérale. C'est un secret, parce que de plus en plus de gens sont du côté des forces productives, et de moins en moins de gens sont du côté du cadre, de l'encadrement contingent, si je puis dire, du capitalisme. Ce qui fait qu'à un moment donné, le nombre est du côté de ceux qui veulent cette révolution. Or, l'histoire a quand même prouvé que les pays où les forces productives étaient les plus mûres n'ont pas donné une révolution prolétarienne, et les pays où elle n'était absolument pas mûre, je pense naturellement d'abord à la Russie, ont forcé. Et alors cette fois, c'était pas du tout un accouchement. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Alors Alexandre, vous voulez dire un mot parce que... Oui, un mot bien sûr. Puisque j'ai déjà été censuré sur Hannah Arendt, je vais donc essayer de vous parler d'une autre expérience personnelle que j'ai eue avec la famille Fanon. Car il se trouve que j'étais à l'hôpital soigné par une charmante doctoresse qui est la nièce de Frantz Fanon. Et donc nous avons eu à parler beaucoup de Fanon. Bien entendu, Fanon, ce n'était pas un damné de la terre, c'est la bourgeoisie antillaise, avec évidemment des docteurs en médecine et des professeurs. Il était lui-même docteur. Et c'était exactement ce que fait de bien, évidemment, la colonisation aux Antilles. C'est-à-dire qu'elle a créé une véritable élite antillaise, dont la doctoresse Fanon, qui m'a fort bien soigné, mais qui parlait beaucoup de son oncle. Et elle m'a dit, en effet, que combien ça avait été véritablement une chose terrible pour lui, combien il avait été maltraité en Algérie, où il a été simplement manipulé par le FLN, et ensuite traité comme un paria, abandonné. Et donc, j'ai vu, au fond, toute cette tragédie de la décolonisation. Bien entendu, il y avait une tragédie de la colonisation, personne ne dit le contraire, mais celle-là aussi existe. Et au fond, c'est ce rapport réel et non fantasmé que jamais Sartre n'a pu avoir, comme il s'est enthousiasmé pour Genet.
Oui. Saint-Genet, ben voilà, je lui laisse. Je le lui laisse, comme aurait Bon, dit alors, Jacques Chirac. nous allons trop vite, là, malheureusement. On ne réglera pas cette question de temps, trois mouvements. Alors, je reviens à Hannah Arendt et à vous, Marielle. Hannah Arendt, c'est une des rares, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans cette année où nous avons traversé en quelque sorte l'histoire de la philosophie, eh bien, c'est la première femme, n'est-ce pas, dont nous parlons. Alors, la question que je veux vous poser, elle est extrêmement simple. Est-ce qu'il y a, selon vous, n'est-ce pas, une spécificité du féminin dans la pensée? Et c'est au docteur, à la pédopsychiatre que je m'adresse. Est-ce qu'il y a une spécificité selon vous? Je veux juste rappeler peut-être une petite chose quand même, c'est qu'on a déjà invité Julia Kristeva. Oui, c'est vrai, Hein, et qui est un il faut grand le dire. penseur également, qui est une femme qui est quand même tout une à fait femme remarquable. fort intelligente. Oui. Bien. Donc, y a-t-il une spécificité? Évidemment, je pense que nos auditeurs peuvent se rendre compte que vous, qui êtes une femme, avez un talent. Vous avez le talent de mettre le doigt et l'oreille de nos auditeurs sur le centre d'une pensée. C'est à moi que vous vous adressez, Absolument. Marielle. Ah, merci. Absolument. Bon, Hein? oui, je suis À très vous, flattée. Blandine Kriegel. Donc, je pense que ça, c'est essentiel, c'est d'aller au cœur de la question et que c'est sans doute lié à l'expérience de la maternité. Ah, Parce que expliquez-nous pendant pourquoi. un moment, eh bien, les femmes doivent se couper d'une certaine manière du monde ordinaire pour se centrer sur l'essentiel qui va être le lien avec le bébé. Et ça se fait pendant les mois de la grossesse où peu à peu, eh bien, elle va devenir hyper attentive à une autre personne qu'elle. Voilà, ça c'est extrêmement important pour ce qui en est de la manière de penser d'une femme. Alors maintenant, évidemment, actuellement, il y a un courant qui, au départ, est venu des États-Unis et qui est la pensée du care, Oui, qui est le portée soin, essentiellement le souci et le soin. le soin mutuel, la capacité de prendre soin de d'autrui. Alors, c'est venu des États-Unis avec Carol Gilligan. Et actuellement, une femme comme Sandra Laugier soutient cette position dans les hôpitaux. Et au fond, c'est un développement du serment d'Hippocrate. Oui. Mais, je pense qu'il y a, à mon sens, une femme qui, bien qu'elle soit plus, en apparence romancière, apporte quelque chose d'extrêmement important pour la pensée féminine, c'est Toni Morrison. Dans son roman, par exemple, Beloved, eh bien, elle analyse comment une femme est véritablement obligée à en passer par un apparent masochisme fondamental, obligé et lié à ce qu'il faut bien être le phallicisme impérieux des hommes pour pouvoir donner une mémoire à son enfant mort. Mais je vous remercie beaucoup. Alors, Alexis, est-ce que vous avez entendu toute notre discussion? J'ai entendu toute votre discussion et je dois vous dire en introduction de mon intervention, Blandine, que je confirme aussi ce que vient de dire le docteur Marielle David sur l'émission. Si elle marche, si elle porte, si elle est tellement écoutée par un public de plus en plus attentif, c'est évidemment parce qu'on essaye chacun d'aller à l'essentiel sous votre houlette. Donc c'est vrai, c'est une émission qui va droit au cœur des philosophies et des philosophes. Très bien. Mais alors, pour revenir à Hannah Arendt, merci Alexis, et vous-même, n'est-ce pas? Vous le faites, Alexis. Mais pour revenir à Hannah Arendt et l'actualité, est-ce qu'il y a aujourd'hui une actualité d'Arendt, selon vous? Oh là là, oui, elle est multiple. Elle est multiple et je vais l'inscrire, si vous le voulez bien, dans la trace de ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, sur la mémoire, on va dire, de cette solidarité des ébranlés du régime de Weimar, de la philosophie de Weimar. Effectivement, Walter Benjamin, c'est une étoile stellaire de la culture weimarienne. Il a fini, en 1940, suicidé à Portbou, ne pouvant pas passer vers l'Espagne franquiste, qui était quand même un peu mieux de ce point de vue-là, du point de vue de l'antisémitisme, que la France de Vichy. Il s'est suicidé. Et effectivement, qu'est-ce qu'il représentait Benjamin? Qu'est-ce que représente Hannah Arendt en dépit du petit,
de l'indélicatesse dont elle a fait preuve, qui est incontestable dans l'hommage auquel Alexandre faisait référence, eh bien, il représente au fond cette idée que bien sûr on est chacun sous l'empire de la révolution conservatrice heideggerienne, on doit beaucoup à Heidegger, on doit beaucoup aux émules de Heidegger, mais on va essayer d'aller vers une axiomatique du réformisme. Et au fond, ce sera le geste d'Arendt dans les années 50 et 60, quand elle est devenue une intellectuelle de la gauche américaine, de la gauche modérée américaine, qui essaye justement de concilier l'individualisme démocratique, triomphant alors, est dénoncé par certains intellectuels comme David Riesman, par exemple dans La foule solitaire, avec justement cette récupération de ce qu'avait de bon le monde commun des anciens. Et au fond, ça a été son œuvre politique essentielle aux États-Unis, réconcilier les réactionnaires avec la démocratie et montrer que la démocratie libérale, ça peut être aussi quelque chose qui fait part à ce besoin de communauté. Je crois que c'est l'essentiel, vous voyez, de la trace philosophique d'Arendt, mais c'est très actuel aujourd'hui. Oui. C'est très actuel. Quelle belle défense, Alexis. C'est une très belle défense. Mais attendez, mais est-ce que ça a été, non mais Alexis, c'est effectivement une très belle défense et c'est juste. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que je ne sais pas. C'est quand même une question. C'est une question fondamentale pour nous, pour notre génération. Est-ce qu'on doit revenir aux anciens seulement? Est-ce qu'on doit finalement être un libéral conservateur? Blandine Kriegel, comme d'habitude, vous posez les bonnes questions, si j'ose dire. Et je vais vous répondre en deux temps. Continuons sur la trace de ce que je disais. Aujourd'hui, vous avez dans toutes les démocraties, Israël compris, vous avez une grogne populiste très importante. C'est vrai. Dénonciation des élites, dénonciation du système par lequel on entend la démocratie et l'état de droit. Comment vous faites pour réconcilier ces 50, 60, 70% de l'opinion qui pensent dans ces termes? C'est en leur montrant que l'individualisme démocratique, il peut être contrebalancé par la reconstruction d'un commun. Si vous ne reconstruisez pas du commun, effectivement, vous êtes foutu quand vous êtes un défenseur du libéralisme démocratique. Et de ce point de vue-là, la pensée d'Arendt nous donne tout de même des instruments. Alors, j'en viens à votre question finale. C'est vrai qu'Arendt, elle est prise dans quelque chose, elle est prise dans un impensé. Et l'impensé d'Arendt, c'est le même que celui de Léo-Strauss que nous évoquions récemment, c'est le même que celui de son ami Isaiah Berlin, c'est l'idée que la philosophie politique antique est supérieure à la philosophie politique moderne. Donc vous avez raison, de ce point de vue-là, ça n'est pas suffisant. Mais elle a pris quand même le début du chemin, et pour cela, nous pouvons lui rendre hommage, je crois. Je vous remercie, parce que, évidemment, je souscris tout à fait à votre diagnostic, cher Alexis, qui nous invite, évidemment, à continuer, n'est-ce pas, ce chemin, et à réévaluer quelque chose dans la modernité, dans l'actualité. Merci à vous tous. Merci. À bientôt.